vrai. Les informations avec François Germain. Bonjour à tous. Une rencontre entre les syndicats agricoles et Yaël Braun-Pivet. La présidente de l'Assemblée nationale reçoit cet après-midi les représentants syndicaux alors que des tracteurs sont positionnés devant le Palais Bourbon. Le but, protester contre la gestion de la dermatose nodulaire mais aussi le traité de libre-échange avec le Mercosur. La FNSEA prévient, elle appellera à manifester le 20 janvier à Strasbourg si le traité est signé. Le syndicat dit attendre un signal très fort du Premier ministre Sébastien Lecornu. Des rafales pouvant atteindre 160 km/h sur la côte. La Manche sera placée ce soir en vigilance rouge au vent en raison du passage de la tempête Goretti. Les autorités appellent à la plus grande prudence. La préfecture de la Manche recommande de se mettre à l'abri et de ne pas utiliser son véhicule. Par ailleurs, 25 départements de la façade ouest passeront en orange dans l'après-midi pour vent ou vague submersion, de la Seine-Maritime à la Charente-Maritime en passant par l'ensemble des départements bretons. L'enquête se poursuit en Suisse après l'incendie dans un bar de Crans-Montana lors du Nouvel An. Les gérants de l'établissement seront de nouveau auditionnés demain. Ils sont visés par une instruction pénale, notamment pour homicide par négligence. Le drame a fait 40 morts, dont 9 Français et 116 blessés. Demain, un hommage national se tiendra en Suisse en présence d'Emmanuel Macron. Aux États-Unis, la situation est tendue à Minneapolis après la mort d'une mère de famille tuée par la police de l'immigration. L'administration de Donald Trump évoque un tir de légitime défense contre cette mère de 3 enfants qui était en voiture. Les agents auraient craint pour leur vie, un argument balayé par l'opposition démocrate. Des centaines de personnes se sont rassemblées sur les lieux du drame. Les écoles de la ville resteront fermées aujourd'hui et demain. Et puis le foot avec le trophée des champions ce soir. Le PSG, champion de France en titre, mais aussi vainqueur de la Coupe de France, est opposé à son dauphin de l'an passé, l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi de la rencontre 19h. Le match se joue au Koweït. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente journée. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio. Alors, on ne va pas parler réellement de dépendance amoureuse, mais de quelque chose d'assez proche peut-être. On va évoquer la soumission à notre partenaire, une soumission tant sur le plan affectif que sur le plan sexuel. Cette soumission, en fait, c'est peut-être un moyen de ne pas entrer en conflit ni en lutte de pouvoir. Alors, c'est un mécanisme de défense qui, en apparence, semble positif, mais peut-être que finalement, ça ne permet pas vraiment d'être dans une belle relation harmonieuse. Parce que la soumission, ça met quand même dans une dépendance, surtout si elle ne permet plus d'être vraiment soi, de se reconnaître dans ses vrais désirs, dans sa capacité à dire non ou à dire oui d'ailleurs. C'est mon invité Claude Parisot qui est avec nous et qui a eu envie d'aborder ce thème. Donc je vais lui demander dans un instant de m'expliquer plus précisément ce qu'il entend par cette soumission. Peut-être que j'ai pas tout compris. Et puis si vous avez tendance de temps en temps à vous soumettre, eh bien c'est le moment de venir témoigner et vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Merci d'être avec nous, Claude Parisot. Bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, c'est quoi cette histoire de soumission, mécanisme de défense positif ? Oui. En fait, il y a d'abord dire qu'il y a 2 formes de soumission. Il y a la soumission choisie et qui peut être même positive et même qui peut créer du lien et de la sécurité dans le couple, notamment dans la sexualité. Ça peut être un jeu, mais c'est pas de celle-là dont moi je parlais. On peut aussi en parler, bien sûr. Moi, je parlais celle qui, en fait, dans les mécanismes de défense, on a tous des mécanismes de défense, c'est-à-dire qu'on intègre de nous enfants, c'est des réactions, on va dire, animales. Il y en a 4. Il y a la soumission, il y a la fuite, il y a l'attaque, et il y a l'anesthésie, le figement. On va dire, il y a ces 4-là. Et ce que je remarque, en fait, dans les stages ou même en séance, c'est que le mécanisme de défense le plus, on va dire, pernicieux, en tout cas le plus douloureux, dans le temps, c'est la soumission. Pourquoi ? Parce que si on se soumet enfant, très souvent, on reproduit ces choses-là dans le couple. Et ce que j'observe, c'est que quand il y a de la soumission, il y a une accumulation de colère. Et le corps, et ça, là, ça n'engage que moi, ce que je dis, les observations, et je suis ouvert vraiment à tous les commentaires, c'est que systématiquement, quand il y a beaucoup de soumission, à un moment donné, le corps ne peut plus se soumettre. Et quand il se soumet, il veut plus se soumettre. La personne, elle ne peut plus rien supporter. Il y a de la rage même qui sort. Oui, et j'imagine aussi qu'il y a les maux du corps. C'est-à-dire qu'on tombe malade. C'est pour ça peut-être qu'on fait des problèmes de santé comme je sais pas. Je pense par exemple même à la maladie de Parkinson, ou enfin des choses qui sont très
très, très handicapante. Je l'ai lu, je suis pas un spécialiste ça, au niveau médical, ça c'est sûr, mais j'ai lu, oui, bien sûr qu'il y a le corps, on l'observe, c'est-à-dire que les personnes vraiment ne peuvent plus rien supporter, ça ne peut plus rien rentrer, ce qui fait que ça, c'est dans les couples la seule solution quand ça arrive, c'est-à-dire quand la personne elle s'est tellement soumise et depuis l'enfance que quand le système peut plus, en tout cas moi je préconise de prendre de l'air, c'est-à-dire pendant quelques mois. Et très souvent, c'est même très dur de revenir en lien. C'est-à-dire qu'on a été trop loin. Le système ne peut plus du tout gérer ça. Donc c'est pas finalement très positif ce mécanisme de défense, contrairement à ce que j'avais cru comprendre. Non, c'est un mécanisme. Il peut être des fois, on peut le faire pour pas, dans des cas précis, pour pas blesser quand il y a d'autres personnes. Pour pas rentrer dans le conflit, parce que par exemple, on est dans un dîner avec notre compagnon, il y a du monde, il nous dit quelque chose. Bon, on va se soumettre pour pas rentrer en conflit devant tout le monde, mais c'est juste provisoire. C'est juste à un moment précis. C'est pas tout le temps, quoi. Bah, c'est un bon exemple, je trouve, parce que par exemple, voilà, on va rien dire mais si on n'en parle pas après, ça fait comme un impact à l'intérieur et c'est comme un fil qu'on tend. Et si on n'en parle pas, le fil il reste tendu. Puis sur une autre soumission, il va se tendre un peu plus, jusqu'au jour il est tellement tendu que l'élastique il craque. Ah, l'élastique il craque et quand il craque, c'est soit le corps, soit la psyché, soit à plein d'endroits, c'est l'horreur. Il peut même y avoir des passages à l'acte. Oui, et puis ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est que c'est cette rage que parfois on n'arrive même pas à élaborer, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte qu'on est en rage contre l'autre qui nous a peut-être depuis tellement de temps soumis, alors que c'est nous qui avons accepté ce mécanisme, hein, on est bien d'accord. Et donc, eh bien, on va peut-être tout d'un coup de se conduire de manière odieuse et que l'autre va vraiment pas comprendre pourquoi. C'est exactement ça, en fait. Très souvent, c'est ça qui est déjà à faire prendre conscience à la personne qui s'est soumise que sa colère, elle n'est pas contre l'autre, elle est contre elle d'avoir accepté trop longtemps quelque chose qui n'était pas acceptable, en fait. Oui, mais pour accepter de se rendre compte que la colère, elle est contre nous-mêmes, on sait très bien le mécanisme de projection. C'est plus facile de croire que c'est à cause de l'autre qu'à cause de nous. Ben, c'est ça, et c'est pour ça que dans la méthode Imago que je pratique, c'est ça qui est génial, c'est qu'on voit chez soi, et les couples s'en rendent compte. Dans le stage, j'en parle systématiquement, et c'est vrai que beaucoup se reconnaissent là-dedans, mais ils n'ont pas de mal à le reconnaître par contre, parce que là ça devient une évidence, puisqu'il y a des dialogues tellement sécurisés qu'ils peuvent se rendre compte de l'origine de leur souffrance. Et c'est ça que j'aime. Et justement, Claude Parisot, dans les stages de couple que vous faites, c'est fréquent qu'il y en ait un des deux qui se soumet. Oui. C'est quelque chose de fréquent, c'est pour ça que vous aviez envie d'aborder ce thème? Exactement, parce que c'est un mécanisme de défense comme un autre et c'est fréquent, tout comme la fuite, tout comme l'attaque. Alors la fuite, on s'engage jamais en fait, ou quand on s'engage, on part assez vite, j'imagine. Ou alors on évite toute communication. C'est ça, on peut s'engager dans la relation, mais par contre on va fuir dès qu'il y a une difficulté. C'est un mécanisme de fuite, soit sur ne rien dire, ou des fois même un visage impassible. On s'enferme dans sa caverne, ça, fameux. Voilà, exactement. Mais ça, à la longue, ça crée beaucoup de colère en face, et puis de toute façon, ça empêche la communication. Oui. Voilà, c'est comme on dit, ça fait partie des 4 cavaliers de l'apocalypse, quoi. C'est-à-dire que là, on va vers rien de positif. Mais c'est vrai que dans les stages, quand j'observe ça, dès que je le vois, par exemple, j'en fais un élément théorique, c'est-à-dire que je prends l'observation, et puis après j'en parle devant. Et souvent je remarque que les couples font oui et puis acquiescent. Donc oui, c'est assez fréquent quand même. Et question importante, c'est plus les femmes qui vont se soumettre ou pas forcément? Alors, il y a plein de façons de se soumettre très souvent enfant, c'est plus souvent le féminin. On va dire que c'est le minimiseur. C'est celui qui minimise l'adulte, c'est-à-dire celui qui fuit la relation. Donc des fois, ça peut être bien sûr chez l'homme aussi, mais plus souvent, oui, c'est chez nos partenaires féminins. Oui, on l'imagine bien. L'homme va plutôt fuir ou être agressif? Oui, fuir, et puis fuir, ça, on les appelle les tortues. Donc plus elles vont fuir, mais plus on va frapper à leur carapace, à un moment donné, elles explosent aussi. Donc elles peuvent aussi être agressives au bout d'un moment. C'est-à-dire, elles peuvent contenir jusqu'à un certain moment. Eh bien, on va faire du cas par cas, grâce, comme toujours, grâce à vous qui allez témoigner. On va mieux comprendre encore ce que c'est que ce mécanisme de défense de soumission. Et je crois que Karen, justement, est en plein dedans. Elle va nous raconter ça dans un instant.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous et nous parlons de la soumission. Vous êtes sexologue, thérapeute de couple et vous faites des stages tout au long de l'année et vous êtes l'auteur de Réenchanter son couple aux éditions Erol. Voilà, maintenant c'est Karen qui est avec nous et on va écouter votre témoignage avec beaucoup d'attention, Karen, parce que ça va peut-être aider encore plus à comprendre ce que c'est que ce mécanisme de soumission. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Merci Karen. de m'accueillir. Bonjour. Oui, alors contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure Brigitte, moi en fait j'en suis sortie, donc je ne suis plus dans cette phase-là. Ah, mais, ça, j'ai c'est eu beaucoup une de mal bonne à nouvelle. en sortir. Ouais, mais j'ai eu beaucoup de mal et en fait c'est lui qui a fini par partir pour des raisons qui lui appartiennent. Et en fait, moi pendant longtemps, je me suis demandé s'il n'y avait pas même une antériorité par rapport à ce que vous disiez, que ça pouvait se tramer, on va dire, dès la petite enfance. Mais j'étais face à quelqu'un qui avait une mère qui était pas très aimante, ou en tout cas qui montrait pas son amour et qui était plutôt dur par certains aspects. Et moi, j'avais pas du tout connu ça, donc j'ai voulu lui montrer que en fait, on pouvait être gentil, être doux, être câlin, etc. Et en fait, quand j'avais quelqu'un qui était désagréable, ben, j'avais tendance à rentrer la tête dans les épaules et puis à me dire ça va passer. Et puis ben, en fait, plus ça allait, plus j'ai accepté. Et au point qu'un jour, l'exemple que vous mettiez en avant tout à l'heure, à savoir que ça peut se produire chez des amis, moi ça m'arrivait régulièrement. Et un jour, je ne faisais pas justement y revenir derrière, plutôt que de ne rien. Enfin, je disais rien déjà pendant la soirée, et je ne revenais pas après derrière. Mais tant qu'à faire, quand on est soumise, on l'est jusqu'au bout, hein, Karen. Voilà, exactement. Donc, et un jour, j'ai un ami chez qui on était qui me dit, tu sais, il est pas gentil avec toi. Et là, ça m'a un peu interpellée. Donc vous étiez déjà un petit peu prête à entendre. Voilà, j'étais prête à entendre, mais pour moi, j'étais tellement amoureuse que je devais l'accepter. Et que, bah voilà, en fait, c'est comme si j'étais tout le temps en perpétuelle quête du moindre signe d'amour, et moins il y en avait, plus je m'en satisfaisais, entre guillemets, parce que il y avait quand même ce petit geste d'amour, ce petit geste d'attention, etc. En fait, c'est ça. Et je me suis auto-flagellée, en fait, vraiment. Enfin, je me suis mise, moi, dans cette situation-là. Oui, allez-y, oui, Claude. c'est ça le problème, c'est que, en fait, l'origine des deux, c'est-à-dire la personne qui soumet et la personne qui, on va dire, manipule ou critique ou enfonce l'autre, des fois en public, souvent, ça part de la même blessure. C'est une blessure de manque d'estime de soi. C'est-à-dire, il y a vraiment un manque d'amour de soi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui pense que pour être aimé, il faut subir des choses. Comme vous dites, j'étais amoureuse, donc il fallait que je supporte. Je sais plus comment vous l'avez dit. Ça montre bien que non. Dès que quelqu'un manque de respect, moi j'invite vraiment les personnes. Et c'est pas évident des fois, parce que si on se fige et que on s'anesthésie aussi, difficile de réagir tout de suite. Mais avec le temps et en se faisant aider, parce que là ça demande vraiment de l'aide pour moi d'un thérapeute à l'extérieur. C'est vraiment important de nommer que juste pas vers l'autre parce que l'autre ne l'entendra pas, c'est de dire ce que ça vous fait. Quand tu me dis ça, ça me blesse. Quand tu me parles comme ça, je me sens vraiment blessé. Et si la personne continue, c'est plus de l'amour. Là, ça veut dire que la personne, c'est un comportement pervers et là, faut partir. Ouais, mais c'est difficile, hein. C'est difficile de mesurer, même de mesurer, de savoir réellement ce que l'on ressent soi-même. C'est vraiment pas évident parce que et puis peut-être aussi, alors je suis pas forcément très âgée, mais il y a aussi une histoire de génération. Moi j'ai vu savez, Karen, une mère soumise. Oui, mais je crois quand même, Karen, que on n'a pas du tout des moyens de comprendre que l'amour c'est d'abord du respect. On n'en parle jamais. On démarre notre vie amoureuse avec l'envie. J'ai presque envie de dire même le besoin d'être en amour. Donc on tombe amoureuse de quelqu'un, et on va subir, accepter des choses qui, en effet, après on se rend compte que c'est pas acceptable. Mais comme on n'a pas été éduqué à ça, vous apprenez. Où est-ce que vous apprenez ce que c'est que l'amour? À part dans l'enfance. Donc, oui, et puis il y a, enfin moi je sais qu'à la fin, voilà, la séparation était actée, mais on a cohabité quelques mois comme beaucoup, et
Et j'étais tellement blessée de son départ qui part pour quelqu'un d'autre, etc. Enfin voilà. Donc là, pour le coup, je me suis rebellée. Et en fait, j'ai vu que la réaction était plutôt positive de sa part. Alors même si la séparation était actée, mais je me souviens d'une fois où je me suis rebellée et en fait, il a fait profil bas. Et puis, c'est exactement ça. Et je me suis dit, mince, j'aurais dû faire ça bien plus tôt. Tout à fait. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'est aussi de l'insécurité. Si vous mettez vos limites, ça donne aussi la possibilité aux partenaires, que ce soit féminin ou masculin, de changer son comportement. Si je dis rien, la personne continue. C'est une façon de chercher à sa façon, de son côté, le lien, mais qui est pas sain. Donc, ce qui est sain, c'est de dire stop, vraiment. Ouais. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez vu, et vous nous dites que vous voyez la différence. J'étais extrêmement surprise de la réaction et je me suis dit, et c'est pour ça quand on dit quand les gens se séparent, on dit oui, c'est 70-30, etc. Enfin, peu importe. Moi, je me suis toujours dit c'est 50-50 parce que moi j'ai eu tort aussi de ne pas avoir posé les limites. Tout à fait. Et j'aurais dû les poser. Quasiment dès le début, j'aurais dû poser. Oui, mais je pense qu'il y a d'abord le fait que vous étiez amoureuse et que vous pensiez que quand on aime, on accepte tout. Et puis ensuite, peut-être, vous aviez d'une manière un peu inconsciente bien vu sa fragilité et au fond, vous l'avez protégée. Oui, c'est ça. Et puis je voulais me poser en sauveuse. Absolument. Et puis il y a le fait aussi que j'avais un père qui était alcoolique et violent, et moi j'avais démarré la relation en disant je veux pas un mot plus haut que l'autre, parce que j'avais tellement entendu crier chez moi, enfin chez mes parents, que je voulais pas de ça en fait dans mon foyer. Et du coup, le fait de ne pas réagir, c'était aussi éviter des moments désagréables que je savais pas gérer. Vous voyez, ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est que vous avez mis de la conscience. Pour moi, mettre de la conscience et puis juste de faire les liens, et ça permet de pas reproduire en fait les mêmes choses. Parce que c'est ça le plus dur, c'est que je le sens dans ce que vous dites et merci pour ça. Et puis c'est vrai que aujourd'hui je suis avec quelqu'un et ça se passe très bien et pour le coup c'est même presque des fois l'inverse. Je fais attention moi de pas être trop trop investi, on va dire, parce que j'aurais tendance à prendre pas mal de choses en charge, etc. Et j'essaye de rester dans mon périmètre aussi pour laisser à l'autre le périmètre. Mais c'est vrai que, son périmètre, c'est exactement sa place. Mais c'est vrai que je n'ai plus du tout la même relation. Alors, c'est parce que c'est pas la même personne non plus. Et puis qu'on choisit des personnes peut-être à 45 ou 50 ans, on choisit des femmes qui nous conviennent mieux que les personnes qu'on choisit à 20 ou 25. Souvent. Voilà. C'est bon signe d'ailleurs. Ça montre que vous avez grandi. On a compris. mais je n'ai plus jamais eu en presque 7 ans, j'ai jamais eu le même comportement en face de moi et pour le coup si ça se produisait, c'est vrai que je le dirais de suite. Mais c'est ça, c'est parce qu'on le sent dans ce que vous dites et c'est ça la clé, une des clés, c'est de dire déjà ce que ça nous fait et aussi de prendre conscience du système, du schéma. Vous parliez du lien avec ce que vous avez vécu enfant. À partir du moment où on met de la conscience et après on pose des actes, on rencontre plus les mêmes personnes de façon générale. Après, si on rencontre encore, il y a d'autres travaux à faire. Oui, mais de toute façon, moi j'aime bien cette idée qu'en fait on rencontre ceux qui vont nous permettre à éclairer nos zones d'ombre et au fond cette première relation vous a aidé à être ce que vous êtes et vous a aidé à ce que cette relation que vous avez actuellement qui a l'air d'être plutôt harmonieuse puisse exister. Bien sûr, mais je trouve qu'il y a une différence de réaction tant de la part des personnes concernées que de la part des personnes externes. Il y a une différence entre alors je ne vais pas aller dans la notion de pervers narcissique, mais dans tout ce qui est lié à la psyché, on va dire, quand c'est moral, on le supporte plus facilement. Alors je ne dis pas que il n'y a pas des femmes qui supportent des
gifle régulièrement et que c'est inadmissible. Mais quand il y a quelque chose de... Oui, vous avez raison. C'est d'ailleurs ce que Jean-Charles Bouchou appelle les violences invisibles. Et en effet, ces violences-là, qui sont souvent des mots un peu dévalorisants ou des situations qui sont pas tout à fait positives et qui nous humilient même parfois, on va l'accepter parce que ça paraît pas si grave. Alors qu'en effet, une gifle, normalement, on va réagir. Alors, même si malheureusement, pour certaines femmes, ça semble presque être normal parce qu'elles ont évidemment un passif derrière. Mais en effet, c'est vrai. Vous avez raison. Et pourtant, c'est tellement important parce que ça nous abîme aussi, toutes ces violences invisibles. Bien sûr. Et c'est presque plus pervers d'une certaine manière. Tout à fait. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter aussi par rapport à ça, c'est que souvent, dans les conférences aussi, on pose souvent la question, qu'est-ce qu'on fait face à un pervers narcissique? Moi, ce terme me fatigue beaucoup. Depuis quelques années, on l'emploie à tout bout de champ. Je le dis juste, et je dis, vous n'avez pas dit ça, hein, mais la perverse, on a tous on peut avoir des comportements pervers, ça ne veut pas dire qu'on est des pervers narcissiques. Il faut vraiment faire la différence parce qu'on l'entend à tout bout de champ. Tous les gens ne sont pas des pervers narcissiques, même tous les hommes ne sont pas des pervers narcissiques. Et toutes les femmes non plus. Il n'y a pas tellement de personnes qui sont perverses narcissiques. C'est vraiment une catégorie très, très, très particulière et qui est évidemment très, très dangereuse. Mais c'est pas. Voilà. Je suis complètement d'accord avec vous, Claude Parizeau. Les PN, ça va. Hein. Oui, on entend vraiment trop souvent. Et votre premier compagnon, non, il était certainement, en effet, un peu avec une mauvaise estime de lui-même et très très vite un petit peu agressif dès qu'il se sentait un peu en danger, bien sûr. Oui, puisque je pense que c'était ses propres douleurs, ses propres traumas, sa vie à lui qui avait un impact. Sauf que moi, j'ai pensé bien faire de la manière dont j'ai fait et force est de constater que c'était pas la bonne technique, on va dire. Merci voilà. En tout cas parce que vous avez bien expliqué. Je crois que ça permet vraiment de bien comprendre la situation. On va faire une petite pause. On va se retrouver avec le Love Conseil du jour. Est-ce qu'on peut vivre une liaison parallèle? On va peut-être jouer aussi pour gagner ces petits objets de passage du désir. Et puis, oui, les hommes aussi peuvent se soumettre. C'est ce que va nous raconter Marc-Antoine aussi dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, est-ce qu'on peut vivre une liaison parallèle? Alors, moi, j'ai pas encore une fois de notion de morale dans ce Love Conseil. Pourquoi pas? J'ai pas d'avis sur la question si on peut vivre une relation parallèle. Mais raisonnablement quand même, il faut se conditionner pour avoir une relation extra-conjugale parce qu'il y a quand même des dangers. D'abord parce que on ne peut pas rationaliser ses sentiments et même si vous pensez que vous saurez ne pas réellement tomber amoureux de votre maîtresse ou de votre amant, vous risquez de vous retrouver piégé à un moment où vous vous y attendez le moins, parce que nos sentiments, comme je dis souvent, au début on se dit c'est juste une histoire de cul et puis ça peut devenir une grande histoire d'amour. Bref, avoir une autre relation, de toute façon, c'est obligatoirement modifier son équilibre affectif. Ce n'est donc pas anodin pour la relation principale que vous avez. Alors, bon, c'est peut-être positif pour vous parce que dans votre relation, il y a peut-être des choses qui vont pas bien, vous avez peut-être besoin d'oxygène, mais ne vous voilez pas la face. Soyez déjà, dans un premier temps, lucide pour la raison pour laquelle vous avez besoin de cette relation parallèle. Je crois qu'on peut déjà dire ça. Et puis ça dépend, il y a relations parallèles et relations extra-conjugales. Je mets c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que la relation parallèle, si elle est définie dans le couple, c'est-à-dire le couple, ensemble, ils décident, ça peut apporter, j'ai connu ça, où j'ai vu des couples et ça marche en tout cas un certain temps. Oui, mais là je parle vraiment de la personne individuellement, je parle pas du couple. Mais individuellement, mais qu'il ne le dit pas au partenaire, c'est dans ce sens-là alors. Après, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis juste pour expliquer ce qui se joue pour la personne qui va décider d'avoir une relation parallèle. Parce que c'est quand il sera ou elle sera lucide sur la raison qui fait qu'elle accepte de vivre une relation parallèle. Après, elle décidera ou pas d'en parler à son partenaire. Moi, j'ai pas d'éthique particulière sur ce point. Je suis très très ouverte. Je pense qu'il n'y a pas. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait une éthique qui fonctionne mieux qu'une autre. Bref, donc comprenez bien pourquoi vous avez envie d'un autre ou d'une autre partenaire. Voyez si vous êtes prêt à prendre le risque d'en payer le prix, sachant que le prix le plus fort,
c'est éventuellement la rupture de votre relation principale. Hein. Voyez aussi si cette personne qui vous attire, c'est l'attrait de l'aventure, c'est l'envie de vous sentir peut-être un peu plus exister parce que vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça signifie aussi que vous êtes en train de vivre dans votre vie de couple, c'est peut-être un peu trop fade à votre goût, vous avez peut-être besoin que ça bouge. Bref, il y a de multiples manières aussi de faire bouger sa vie sans forcément aller non plus dans une aventure extra-conjugale. Il y a le sport, les arts, l'humanisme, le jeu, les voyages, etc., etc. Mais je pense que le conseil dans ce Love Conseil, le conseil que je veux donner, c'est réfléchissez bien parce que c'est pas anodin. Oui. Voilà. Après, j'ai pas à dire que c'est bien ou c'est pas bien. Personnellement non plus. Hein. Je n'irai pas sur ce terrain-là. C'est juste de comprendre pourquoi. Là, on a envie et c'est intéressant. C'est ça qui va aussi exactement aider. Et puis, sachant bien que entre ce qu'on décide au moment où on démarre la relation parallèle et puis ce qui se passera dans les 6 mois qui viennent, ça, personne ne le sait. Même le meilleur voyant ne pourra pas vous donner une vérité absolue. Et puis, c'est le moment de jouer avec Sud Radio et c'est le moment peut-être de gagner ce pot à pot cracker de la marque Passage du Désir avec ses 5 accessoires qui sont donc sélectionnés pour que vous passiez de bons moments. Vous avez envie de le gagner, ce cadeau de Passage du Désir, vous envoyez dès maintenant Brigitte au 7 20 18 par SMS. Vous vous inscrivez et l'un d'entre vous sera tiré au sort et sera notre gagnant. On continue avec Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Marc-Antoine. Merci d'être avec nous. Alors vous avez vécu des années de soumission ? C'est exactement ça. J'ai vécu, si vous voulez, 2 histoires. Alors, pour vous expliquer, déjà, je fais 1m85, je fais 100 kilos. Donc, je suis un grand gaillard. Je n'ai pas peur de grand-chose, mais là, j'ai vécu un premier mariage, si vous voulez, qui a duré 24 ans. Oui. Je me suis, alors c'était ma première copine, si vous voulez. J'avais 16 ans, ainsi de suite, première relation. Et puis, en fait, c'était une femme qui était très autoritaire. Et je pense que c'était, vu que c'était ma première copine, aucune confiance en moi déjà. Ça a été tout le long de ma vie, jusqu'à 1 an et demi, parce que maintenant j'en suis sorti. C'était 23 ans de cris, d'hurlements. J'avais même planté un couteau dans la cuisse, parce que je voulais jouer avec des foot avec des copains, et elle voulait pas. Elle vous a planté un couteau dans la cuisse ? Ouais, elle a acheté un couteau, si vous voulez, sur moi, il s'est planté dans ma cuisse. D'accord, elle vous l'a acheté, elle vous l'a pas planté, c'est pas tout à fait pareil quand même. Enfin, voilà. C'est quand même très violent, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais elle s'est pas excusée, j'imagine. Non, non, c'était involontaire. Et donc, si vous voulez, ça a été 23 ans où j'ai accepté tout. Et pourquoi ? Pour éviter les cris, éviter les violences. Donc ça, c'est vraiment un signe de soumission, en effet. Oui. Alors c'est très difficile, je m'excuse, c'est très difficile pour un homme, si vous voulez, parce qu'on a notre ego et même d'intervenir en direct, là, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a des gens qui vont reconnaître mon prénom et je dirais assez particulier. Mais c'est difficile d'assumer tout ça en fait. Et au bout d'un certain temps, si vous voulez, on a eu les enfants, notre vie a fait que moi je restais avec les enfants pour tout ça, je mettais ma vie moi personnelle en retrait pour le bien-être de mes enfants. Et qu'est-ce qui fait que c'était supportable pour vous ? Vous aviez un métier qui vous passionnait ? Vous étiez souvent... Non, c'était juste parce que c'était comme ça. Et parce que vous avez connu ça, peut-être, vous avez fait le lien, parce que quand vous dites ça, moi je fais direct le lien, je vous ai dû vivre, vous avez dû connaître ça, par exemple, mal vous parler, est-ce que dans votre enfance, vous connaissiez déjà, vous sentiez soumis, est-ce qu'on vous parlait mal ? Je me suis fait violer à 11 ans. D'accord. Ouais. Et je pense qu'il y a une cause à effet en fait. Oui, il y a sans doute. J'ai vu le psy, j'ai vu tout ça. Oui, bien sûr, mais pour un homme, un viol, c'est très, ça affaiblit beaucoup l'estime de soi. Complètement. Complètement. Pour moi, je me suis toujours considéré un peu comme une merde, excusez-moi de parler comme ça. Et donc, c'était ma vie, en fait, c'était comme ça, et puis je faisais avec, et c'est tout, quoi. Puis je m'asseyais surtout pour éviter les cris, éviter les prises de tête, éviter les violences, et ainsi de suite. Elle a rencontré quelqu'un, elle s'est barrée.
Donc j'ai revis. Je l'ai pas retenu, je vous le garantis. Non, bien sûr, mais quand même, c'est elle qui est partie. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas rebellé. Vous étiez soumis et elle part et vous êtes toujours soumis puisque je suppose que vous n'avez même pas essayé trop de la retenir puisque de toute façon. Pas du tout. C'est ça. Donc vous n'avez pas appris, si je puis dire, de cette première histoire. J'ai pas appris grand-chose de cette première histoire. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire même avec les enfants, après, vous avez eu des enfants ensemble, non? Ouais, on a eu 3 enfants. Quand vous avez 3 enfants, quand vous êtes séparés, est-ce que vous êtes aussi soumis par rapport à la garde, par rapport à tout le... Alors, en fait, si vous voulez, elle est partie, elle a abandonné les enfants. Et donc, moi, j'assume mes enfants seuls depuis qu'elle est partie. D'accord. Mais ça, c'est pas mal, parce que ça vous a donné un peu de responsabilité et de retour d'amour. Alors j'avais déjà, si vous voulez, cette responsabilité parce que c'était une femme au foyer. Moi, je travaillais tout le temps, donc il fallait que je subvienne aux besoins de la maison. Parce que, si vous voulez, je suis un peu pas un homme à l'ancienne, mais c'est mon rôle de père, si vous voulez, de subvenir aux besoins de la famille. C'est pas du tout machiste ou quoi que ce soit. Non. Vous êtes un homme responsable et voilà. C'est bien. Non, mais c'est plutôt une qualité. Et je vous remercie. Si, quand même. Et si vous voulez. Elle est restée, ça faisait déjà 2-3 ans avant qu'elle parte, si vous voulez, que je m'occupais de mes enfants tout le temps. Tout le temps, voilà. Et puis elle est partie, puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, si vous voulez. Où là, en fait, je suis tombé totalement fou amoureux. Et là, en fait, si vous voulez, c'était pas la même soumission, mais j'ai accepté tout, en fait. Même la tromperie, j'ai accepté, alors que c'était pas du tout comme ça pour moi. Ouais. Là, vous êtes peut-être tombé sur une femme un peu différente, mais peut-être plus perverse, qui a senti votre fragilité et qui a voulu en profiter. Je suis un grand nounours, un vrai gentil, quoi. Voilà. Et donc, et puis on s'est séparés. Et puis, ça a été très difficile. Par contre, c'était un déchirement pour moi. J'ai jamais vécu ça, quoi. Parce que vous étiez encore très amoureux quand elle vous quitte. Exactement. Ouais. Alors que celle d'avant, pas du tout. Non, voilà, j'étais content. Et puis, ça a été difficile et tout. Et puis, en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme qui a vécu un peu la même chose que moi aussi. J'avais en fait une dépendance affective où j'avais tout le temps besoin de la présence de l'autre. En fait, c'était pour me rassurer. Au fond de moi, j'avais besoin de savoir que si elle était là, elle pouvait pas me tromper, parce qu'à chaque fois c'était le cas. Et puis j'ai rencontré cette femme qui est parfaite, qui est belle comme le jour, qui est gentille, qui est tout. Et en fait, c'est pour ça fait 2 ans qu'on est ensemble maintenant, et puis c'est une femme qui m'a redonné goût à la vie, et c'est pour donner un message d'espoir à tous ces gens en fait qui ont vécu comme moi, que ce soit des hommes, des femmes et tout. À un moment ou un autre, on va rencontrer la bonne personne qui va nous faire prendre conscience des valeurs qu'on a réellement en fait. Oui, et ça j'entends bien qu'elle vous aide à améliorer votre estime de vous-même, mais est-ce qu'aujourd'hui vous savez vous positionner quand même face à elle, même si vous êtes... Oui. Complètement, parce que maintenant, si vous voulez, j'arrive à dire les choses qui me déplaisent, les choses qui me plaisent. Et pourquoi vous arrivez aujourd'hui que vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui a changé? Ma partenaire, si vous voulez, m'écoute et accepte tout ce que je dis. Et donc c'est soumis. Non, pas du tout. Je comprends ce que vous voulez dire, mais pas du tout justement, parce que si vous voulez, on a compris en fait que pour que notre couple il soit fort, en fait, il faut que notre priorité en fait, ce soit nous-mêmes. Même si l'autre est très importante. Mais ce qu'on essaye de comprendre, mais peut-être que c'est cette rencontre avec cette femme qui a vécu la même chose que vous et que vous avez pu échanger, que vous avez servi d'effet miroir l'un pour l'autre. Oui, exactement. C'est ça. Je pense que ça doit être ça. Et que ça crée de la sécurité. Moi, ce que j'entends, en tout cas, ce qui est possible, c'est que ça crée de la sécurité. C'est-à-dire assez de sécurité pour que vous puissiez vous exprimer et ne pas prendre le risque de perdre la relation. Exactement. C'est ça que vous avez mieux les mots que moi. Mais... Oui, c'est un peu notre métier, nous, Marc-Antoine. C'est pour ça. Non, mais c'est intéressant parce qu'on aurait tendance à dire que normalement, vous auriez eu besoin de passer par une thérapie pour arriver à vous en sortir. Et en fait, c'est aussi le miracle de l'amour et de la sexualité, parce que je pense qu'il doit y avoir une très très bonne sexualité entre vous. Alors, il y avait une très bonne sexualité, pour être très honnête. Et alors là, j'ai écouté ce matin un replay de votre émission sur la ménopause. Et alors, en fait, elle est en pleine préménopause.
Et donc, on en parle, si vous voulez, beaucoup, parce qu'on a beaucoup de communication. C'est ça qui est hyper intéressant, si vous voulez. On est dans l'acceptation. C'est important que vous entendiez ce que je vais vous dire, Marc-Antoine. Il n'y a aucune raison, parce qu'on est en préménopause, de tout d'un coup ne plus avoir de sexualité. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose d'important à creuser. J'ai peur que ce soit parce que tout d'un coup le côté passionnel est en train de s'éteindre et que du coup, c'est ce que vous pensez aussi, Claude Parizeau. Oui, vous dites 2 ans, et c'est normal, vous avez 2 ans de relation, et c'est pour ça que pour moi, j'ai jamais vu de miracle à cet endroit-là. Je dis pas qu'il y en a pas pour vous, mais que des fois, ça suffit pas. Même si on rencontre une partenaire vraiment super, à un moment donné, quand on sort de la période romantique, c'est-à-dire après 2-3 ans, il y a des schémas qui vont remonter. Et là, c'est important de muscler son estime de soi. Et là, ça demande peut-être juste être vigilant à ça. Si la relation, elle devait aller moins bien, c'est vraiment de demander de l'aide pour vous, déjà à votre endroit, peut-être en couple aussi, pour vous aider à vraiment dépasser cette peur de l'humiliation, ou je sais pas, ou la peur en tout cas du rejet. Je sais pas que c'est quoi la peur. Oui. J'ai eu, alors si vous voulez, c'est une relation qui est très particulière. Je sais pas si vous avez un peu de temps. Moi, ça me fait du bien. Vous me direz combien pour la séance. Mais... Bon, alors on va faire une petite pause. On va discuter avec Claude du tarif qu'on va vous demander, et on vous retrouve dans un instant, Marc-Antoine, parce que c'est important pour beaucoup de gens. De toute façon, cet arrêt de la sexualité, ou en tout cas cette baisse de désir au bout de 2 ans. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parizeau est avec nous aujourd'hui, et nous évoquons la soumission en amour avec notamment Marc-Antoine, donc, qui nous a raconté ses 2 premières relations où vous avez été en effet totalement soumis, même si c'était 2 relations assez différentes. Et là, donc, vous avez rencontré quelqu'un avec qui, a priori, il y a une égalité, j'ai presque envie de dire une égalité de vécu, et qui semble donc être une relation positive, sauf que depuis quelque temps, la sexualité est un petit peu plus éloignée, et c'est ça qui nous a un petit peu, Claude et moi, eu envie de vous mettre en garde, parce que je pense qu'il est temps là peut-être justement de voir ce que cette relation travaille, c'est-à-dire que quelque part, vous vous êtes retrouvés avec les mêmes blessures, mais vos blessures ne sont peut-être pas toujours réglées, et il faudrait pas que ça provoque un éloignement. Alors c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, en fait c'est une relation très particulière. En fait, si vous voulez, je dirais dans la plupart des relations que moi j'ai vécues, même s'il n'y en a pas eu 150, il y a forcément au début une très grande passion, on fait l'amour tout le temps, peu importe, non-stop, et ainsi de suite. Là, si vous voulez, on a eu ce parcours, si vous voulez, et en fait nous-mêmes, on s'est dit, si vous voulez... on veut pas de ça, parce que elle comme moi, si vous voulez, à chaque fois on a été déçus, à chaque fois ça nous a fait énormément de mal, et donc on a tout de suite dès le début, si vous voulez, entre guillemets, pas pris nos distances, mais essayé de garder, si vous voulez, déjà on vit pas ensemble. Elle a sa maison, j'ai ma maison, elle a ses enfants et j'ai mes enfants également, pareil, alors elle de son côté, le père a abandonné les enfants. Et donc, si vous voulez, on a toujours voulu garder, au début, un peu d'indépendance. Non, j'entends. Ça, c'est très positif. Bien. Vous n'êtes pas tombé dans la fusion. Ok, ça c'est positif. Voilà. Et donc, si vous voulez, on a tout le temps gardé, si vous voulez, ce principe de vie entre guillemets. Même si moi, au début, j'ai voulu, parce que j'ai besoin en fait de cette sécurité. Et le fait de parler qu'elle m'ait mis en confiance, et que j'ai dit on y va comme ça. Et en fait, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. C'est vrai que cette sexualité depuis, je sais pas, 2 mois peut-être, ça s'est atténué. Alors il y a des passages, je dirais comme dans tous les couples, il y a des fois c'est souvent, il y a des fois c'est moins souvent, et ainsi de suite. Bien sûr. Voilà. Mais là, on en parle, si vous voulez. Moi, au début, j'avais peur parce que je me disais, c'est que je te plais plus, peut-être que il y a peut-être des choses que je te fais mal, et ainsi de suite. Elle me dit non, pas du tout. Elle me dit, c'est vrai que j'ai un manque de désir. Et j'ai entendu ce matin, justement, sur le podcast, que, au début, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Et forcément, on en a parlé. Parce qu'il y avait un manque de lubrification, et donc, d'accord. Mais ça se règle. Exactement. Donc voilà, si vous voulez, on en a parlé. Enfin, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. J'ai envoyé votre émission sur YouTube. Là, j'ai envoyé. Tu regarderas ça. Je dis c'est hyper intéressant.
Et donc, si vous voulez, la sexualité, c'est hyper important pour moi. C'était un des piliers du couple, comme pour elle préalablement, je dirais. Mais et là, si vous voulez, on a des piliers qui sont quand même hyper importants. Alors, on va avoir une sexualité, si vous voulez, mais sans pénétration, où on va penser à l'autre, on va donner du bien à l'autre mutuellement, je dirais. Mais ça reste, si vous voulez. Je sais pas ce que je peux vous dire, si vous voulez, mais ça fait quelques mois, 2-3 mois, si vous voulez, que ça dure. Pour moi, au début, c'était compliqué. Et en fait, on m'en a parlé, elle m'a expliqué que elle a plus de libido, elle a plus de libido. Et en fait, je pense, et on en a parlé, elle m'a dit, c'est vrai que c'est peut-être lié au début, j'ai eu un peu mal, sachant qu'elle est jeune, elle a 39 ans, donc elle est préménopausée, pardon. Parce que, vous voyez, encore une fois, moi, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais j'aime mieux vous dire des choses qui vont vous permettre d'y réfléchir et puis d'éviter de laisser votre couple se déliter. La douleur, elle peut être due à un manque de lubrification, elle peut être due à les maux du corps, c'est-à-dire le corps qui parle et que ses blessures antérieures, tout d'un coup, sont en train de remonter à la surface et donc son corps se refuse un peu parce qu'elle se dit, c'est très inconscient ce que je suis en train de raconter, mais elle se dit, je suis encore une fois dans une relation, je vais encore souffrir, et donc le corps se ferme. Vous voyez, ça peut être des choses aussi subtiles que ça, et qui méritent si vous, par exemple, si vous allez travailler, faites un stage avec Claude, ça va remonter à la surface et ça va éviter un éloignement. Oui, puis ce qu'on voit dans un stage aussi, c'est que par exemple de couple sur la sexualité, c'est que le problème n'est pas le problème. C'est comme même pour la communication. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a quelque chose en dessous et c'est d'aller juste voir l'origine. Ça peut être la préménopause, mais pas forcément. Ça peut être, comme disait Brigitte, des choses qui remontent. Et puis après 2 ans, quand il n'y a pas de libido, mais c'est qu'est-ce qu'on fait après pour la faire revenir ensemble. Il y a plein de choses il y a plein de sexualités différentes. Vous en avez parlé d'une, mais il y a plein de façons. Et souvent, il y a de l'ignorance derrière. Donc c'est peut-être un moment pour vous, au-delà de parler, parce que j'entends que vous en avez parlé, mais c'est aussi, par exemple, mettre juste du lubrifiant. Est-ce que vous avez essayé de mettre du lubrifiant? Parce que là, j'ai pas entendu. Non. Oui, on l'a fait, si vous voulez. Alors, on a une pratique sexuelle assez particulière, parce que on aime une sexualité particulière, si vous voulez. Et l'un comme l'autre. Et c'est vrai que peut-être que, oui, mais on a mis du lubrifiant et ça va mieux du fait d'avoir mis du lubrifiant. Mais puis après, je veux pas la forcer. Oui, mais vous avez dit quelque chose, Marc-Antoine, qui est important. Vous vous êtes posé la question, est-ce qu'elle me désire plus? Donc voyez bien comment ça fait son chemin aussi de manière un petit peu inconsciente chez vous. Oui, mais si on commence à penser que l'autre ne nous désire plus, est-ce que après on pense pas, est-ce qu'il m'aime plus, est-ce qu'elle m'aime plus? Ça va être d'ailleurs notre sujet lundi, désir et amour, comment le faire durer tout le temps. Vous voyez, donc vous êtes en train de mettre des mauvaises herbes dans votre jardin quand même tous les deux là. Et surtout, et vous, attendez, et ce qui me vient aussi, c'est vous, par rapport à votre blessure de soumission, en tout cas la façon de vous soumettre, c'est que dans un cas, quand il y a une difficulté, parce que tout ne va pas toujours bien toute la vie dans un couple, donc quand il y a une difficulté, est-ce que vous allez ne rien dire pour pas je vais pas la forcer. C'est ça, je vais pas la forcer, c'est ce que je viens d'entendre, et c'est là que vos travers risquent de revenir. C'est pour ça que moi je vous invite vraiment soit à faire un stage, soit vous aller voir avec quelqu'un, vraiment pour garder cette belle relation. C'est maintenant, je veux dire, parce que c'est juste au moment. Oui, vous êtes vraiment dans une relation qui a très bien démarré, vous êtes dans une relation qui peut être tout à fait sauvée, mais si vous ne faites rien, moi j'ai vraiment peur, en effet, que vous vous remettiez à nouveau dans une situation où vous allez subir, vous allez accepter, et puis tout doucement, ça va se déliter. Ouais. Vous comprenez? Ouais, je comprends complètement. Ouais, je comprends. Et franchement, vous êtes tout à fait apte à sauver la relation là. C'est pour ça qu'on est aussi parfois je dis pas les choses aussi clairement quand je sens que de toute façon la relation malheureusement est déjà perdue, ce qui est pas du tout votre cas. Je pense je pense de toute façon que c'est Après, c'est vrai que
Vous avez peut-être raison dans le sens où je me dis que peut-être que vu que je veux pas la forcer, machin et tout. Bah oui, ouais, on est d'accord. Il y a des mécanismes. Oui. Elle a 38 ans, elle est pas... 39, ouais. Franchement, 39 ans, on fait pas l'impasse sur sa sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, moi, si vous voulez, c'est des doutes que j'avais, forcément, parce que c'est par là où je me suis remis en cause, moi, si vous voulez. Et, mais non, mais c'est une femme blessée, donc c'est ça. Le corps est blessé aussi. Et si elle est blessée, s'il n'y a pas assez de sécurité, c'est-à-dire si elle se sent pas, si elle a peur, elle aussi, de blesser, parce que vous êtes retrouvés, a priori, vous avez les mêmes composantes, bah, elle va pas vous dire forcément pourquoi elle a moins de désir, et peut-être qu'il y a quelque chose, mais c'est pour ça que c'est intéressant de le faire dans des contextes sécurisés. Et je pense qu'elle ne sait pas ce que je suis en train de vous dire. Je pense qu'elle ne sait pas pourquoi tout d'un coup sa libido elle sait pas, non. donc mais si elle va travailler un petit peu, elle va le découvrir, et à ce moment-là elle pourra faire quelque chose. Si vous avez eu au début une bonne sexualité, il n'y a aucune raison que vous ne la retrouviez pas, sauf qu'il faut débarrasser tout ce qui encombre. Tout à fait. C'est vrai que parce que si vous voulez, elle me dit d'elle-même, elle me dit mais je sais pas pourquoi, parce qu'elle me dit tu me plais, t'es beau, enfin t'es gentil, c'est tout. Mais elle est frustrée. Mais Marc-Antoine, vous êtes deux personnes qui vous parlez, hein. Sauf qu'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas de vous. Enfin, je veux dire de vous personnellement. Donc vous parlez en surface. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller un petit peu plus en profondeur. Ouais. Vous voyez ? Et d'échanger, mais ça, pour l'instant, vous pouvez pas tous les deux, parce que vous n'avez pas fait beaucoup de travail en profondeur, hein, même si vous avez compris plein de choses sur la question de soumission, mais vous êtes encore sans doute avec une estime de vous-même un petit peu abîmée, qui fait que parfois, très vite, la soumission revient au galop. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Mais vous êtes prêt vraiment à grandir. Je pense que vous êtes prêt. Faites-vous confiance et réveillez tout ça, d'accord ? Merci en tout cas, merci beaucoup Marc-Antoine. Merci Marc-Antoine. On va faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après. On va revenir sur ces sujets de soumission. Je veux juste vous donner une petite devinette, mais elle est mignonne. Qu'est-ce qu'un homme dit après son 3e orgasme ? Vous aurez le temps des infos pour trouver la réponse. Parlons vrai. Les infos, nous retrouvons François Germain. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on va repartir. Je crois qu'on va zapper les infos exceptionnellement. C'est ça ? Bon, écoutez, hein, de toute façon, de temps en temps, ça fait du bien d'oublier un peu les infos et de parler d'amour. Hein. Avant de donner la parole à Aurore, on va avoir la réponse à notre devinette. Qu'est-ce qu'un homme dit après son 3e orgasme ? Pas d'idée. Bah si. Enfin, franchement, réfléchissez 2 minutes. Après son 3e orgasme, qu'est-ce qu'un homme peut dire ? Il dit « Désolé, j'ai menti ». Ah bah oui, hein, parce que franchement, 3 orgasmes d'affilée chez les hommes, faut peut-être pas rêver quand même. Hein. Ouais, c'est un grand intricat. Bonjour Aurore, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour. Et je vous souhaite encore la bonne année, parce que c'est la première fois que je vous ai au téléphone. Et mais ça me fait plaisir que vous... J'aime bien quand j'ai des auditeurs vierges qui appellent pour la première fois. Ça me fait toujours plaisir. Bon, à 60 ans, c'est toujours bien de l'entendre. Ah ben, on est toujours vierge de quelque chose. Hein, vous savez. Oui, exactement. Et c'est mon signe du zodiaque. Moi j'ai 2 planètes en vierge dans mon thème, donc vous voyez. Hein, ouais, ben voilà. C'est un signe fiable. Oui, je crois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Je crois. Alors. Eh ben, on vous écoute, Aurore. Oui. En fait, ce sujet m'a beaucoup parlé parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis, entre guillemets, je pense, libérée de cette soumission dans laquelle je suis entrée toute jeune, hein, puisque j'avais une famille qui me contraignait beaucoup de plein de niveaux, et y compris physiquement. C'est-à-dire physiquement. J'ai pris beaucoup de raclés, voilà, quand j'avais des choses qui ne convenaient pas, mon père il m'enfermait à l'époque c'était le truc à charbon, il y avait une espèce de cagibi où il mettait le charbon, enfin
Ouais, j'en ai vécu quelques. Ça on ne se rend pas compte, mais je vais le dire parce que c'est quand même important. On ne se rend pas compte de ce que ça peut être pour un enfant d'être enfermé dans un endroit sombre. C'est vraiment quelque chose qui va provoquer toute sa vie des angoisses. Ça vous parle, hein, Claude? Ah bah moi oui, mes grands-parents ont fait ça, m'ont enfermé dès que je disais un mot, fallait que je me taise, et sinon ça créait beaucoup d'humiliation, de peur. Et de manque d'estime de soi, d'avoir l'impression que on n'existe pas ou on n'a pas de valeur, qu'on puisse nous faire ça. Oui, donc vous partez évidemment avec un mécanisme de défense, de soumission très fort. Hein. Oui, et puis, alors, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais je suis claustrophobe. Oui, bien sûr. Oui, c'est une conséquence. C'est un symptôme qui reste à cause de cette. D'autant que vous étiez. Qu'est-ce que vous pouviez faire en tant qu'enfant? Rien, parce que. Non. C'était pour des choses. Je trouvais ça tellement injuste. Il n'y avait pas de relation entre ce que je faisais. Je vais vous donner un exemple. Parce que je fais pipi au lit jusqu'à l'âge de 5 ans. Et ça a été... la punition est tombée systématiquement. Que vouliez-vous que je fasse? Oui, et plus on vous punissait, plus vous faisiez pipi au lit. Je pense. Oui, bien sûr. J'étais petite, mais... C'est parce que il y a beaucoup de peur derrière ça. Exactement. Et donc, je me suis construite comme ça. On sent votre émotion de parler de tout ça encore. On va reprendre Aurore. Je crois qu'on a un petit souci de communication. Tout va bien. On va essayer de la retrouver. Oui, c'est vrai que il n'y a pas de. Enfin, je veux dire. Peut-être qu'on est tombé dans l'extrême inverse aujourd'hui avec les enfants qu'on élève en enfant roi, parfois même en enfant tyran, mais on se rend pas compte de tous ces enfants qui étaient muselés, aussi bien par pas le droit de parler, pas le droit de s'exprimer, et puis enfermés dès qu'ils bougeaient, dès qu'ils étaient, et ça existe encore. On l'a vu notamment pendant la période du Covid où il y avait des parents qui en pouvaient plus et qui enfermaient leurs gosses dans le placard pour être tranquille. Oui, à l'époque de mes parents en tout cas, j'entendais souvent un enfant, ça pense pas. Donc on a l'impression qu'on peut tout lui faire, c'est pas grave, il va oublier plus tard, en gros, quelque chose comme ça. Et pour ça a quand même pas mal évolué. Mais il y a même une époque où en médecine, on pensait que les bébés ne souffraient pas. Oui. Donc on vient de loin quand même. De temps en temps, il faut quand même se rappeler quand on dit que le monde ne va pas mieux. Sur certains points quand même, il y a eu des améliorations. Je crois qu'on a retrouvé Aurore. Oui. Vous êtes sorti du KGB. Exactement. Je crois que c'était une illustration. Je préfère en rire. C'est bien pour ça que je me permets d'en plaisanter, Aurore. Oui. Et en fait, d'avoir vécu, alors ça c'était un épisode, mais il y avait eu tellement d'autres choses, mais d'avoir vécu comme ça, contrainte, soumise toute mon enfance, ne pas avoir de liberté pour quoi que ce soit. Mais quand je dis pour quoi que ce soit, c'était tout à fait ça. Mais en fait, j'ai envie de dire inévitablement, je suis tombée sur un mari où je me suis laissée complètement vivre dans la soumission. J'étais à nouveau. Oui, il vous a totalement dominé, mais de toute façon, vous ne pouviez choisir qu'un homme comme ça. Je crois qu'il a fallu que je traverse cette affreuse période qui a duré longtemps. Oui, pour travailler sur soi, on ne peut choisir que celui qui va nous obliger à... C'est souvent quand on a connu l'amour, si vous avez connu l'amour, c'est-à-dire parce que c'est quand même l'enfant a besoin de l'amour de ses parents, donc il a intégré l'amour comme quelque chose d'humiliant ou bien on va rencontrer l'amour de la même façon. En principe, c'est pour récupérer les parties qu'on a perdues enfant, c'est-à-dire que l'idée adulte quand on rencontre quelqu'un qui ressemble à nos parents, c'est juste pour faire autrement et se positionner autrement, sauf que si on n'apprend pas, on va refaire les mêmes choses. C'est-à-dire, pour vous, j'imagine, c'est continuer à vous soumettre pour pas faire de vagues. Oui. Je ne voyais même pas comment faire autrement. D'ailleurs, il a fallu arriver à un extrême absolu pour que je dise stop. C'est-à-dire, il a failli vous tuer. Ah oui. Alors, j'ai trouvé la parade en trouvant un travail qui me plaisait. Parce que j'avais quand même 4 enfants, c'était compliqué. Mais ça n'a pas suffi.
Et il a fallu que je parte. Ça a été compliqué, hein, mais parce que il y a eu 7 années de divorce, donc de procédure, pardon. Mais juste pour vous dire, pour ne pas occuper trop longtemps la d'antenne. Non, mais c'est important parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, c'était simple. Enfin, c'était simple, ça n'a pas été simple pour vous, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'était simple. Soit vous restiez et vous pouviez y passer, soit vous sauviez votre peau. Absolument. Et à ce moment-là, il y a eu un instinct de survie qui vous a permis de partir, malgré que ce soit. Mais c'est un thérapeute quand même. Hein. J'ai eu la chance à ce moment-là de croiser un thérapeute. Vous avez eu l'intelligence de l'écouter. Oh, oui, certain. Oui, c'est vrai. Mais j'avais jamais entendu avant. J'avais jamais eu d'ouverture avant. Non, mais non. Par contre, c'est une question peut-être que j'aimerais poser, mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Hein. En fait, il y a toujours des réponses aux questions qu'on se pose. C'est gentil, merci. Donc ça fait 11 ans que j'ai quitté cet homme-là. Ça fait 4 ans maintenant que je suis divorcée. Mais vous voyez, je ne suis pas arrivée à refaire ma vie. Je me respecte énormément, je connais mes valeurs. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur moi depuis 10 ans. J'ai vraiment entamé toutes sortes de processus qui m'ont tous fait du bien. Ils m'ont permis de me connaître, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, mes valeurs, enfin voilà. Mais par contre, pourtant je suis pas une taiseuse à rester chez moi. Mais je n'arrive pas à refaire couple avec quelqu'un. Et quand vous dites que vous n'arrivez pas à faire couple, c'est-à-dire pas du tout de relation avec un homme ou pas de couple? Alors en fait, depuis bientôt 3 ans, j'ai arrêté toute relation parce que le dernier, j'ai eu l'impression je croyais que c'était quelqu'un d'extrêmement bien, mais je me suis sentie utilisée et jetée comme un mouchoir en papier. Je l'ai mal vécu et ça m'a vraiment blessée. Brisée. Après, malgré tout, je ne vais pas dire malheureusement, je ne sais pas pourquoi j'allais dire ça parce que c'est pas vrai. Malgré tout, je reste très confiante dans la vie, même s'il n'y a pas le renvoi de ma confiance, mais moi, je crois quand même et je reste ouverte à des possibilités. Je reste ouverte, mais il y a quand même une réalité peut-être de méfiance qui est encore plus forte que la volonté. Je crois que c'est peut-être le mot peur qu'il faut mettre sur ce qui se passe pour vous maintenant. Oui, peut-être, parce que là, vraiment le troisième, enfin pas le troisième, non, il y a 3 ans, là, j'ai vraiment été brisée moralement, et ça n'a été qu'une relation d'un soir. Hein. Même si je le connaissais depuis assez longtemps. Oui, mais Aurore, il y a quand même une chose qu'il faut que vous preniez conscience. Avec l'enfance que vous avez eue, l'estime de vous-même, elle est quand même un petit peu bancale. Elle est certainement meilleure parce que vous avez fait pas mal de travail, hein, on croit l'entendre, mais plus on a une estime de soi forte et une confiance en soi, plus on peut accepter d'oser aller à l'aventure avec un homme, parce que si on se fait plaquer, on va pas être détruite. Vous, c'est compliqué. Donc, c'est un peu normal que même une relation d'un soir puisse vous dévaster. Oui, parce que la relation d'un soir, c'est surtout, vous avez dû vivre vraiment comme un rejet, ou surtout, il y a le mot qui me venait, pas respecté. Et ça renvoie directement au manque de respect qu'on vous a montré enfant. Ça vient appuyer sur ce bouton à une vitesse. Et un soir ou un an, c'est pareil pour nos mécanismes de défense. Le cerveau reptilien, notamment, lui, réagit puissance 1000. Quoi. Lui, il est là pour la survie. Donc lui, il sent en danger de mort. Donc c'est normal que vous réagissiez comme ça. Ce qui est intéressant, ce que je me posais la question, c'est est-ce que vous êtes capable aujourd'hui avec un homme vraiment à chaque fois de mettre des limites, de dire dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas bon, est-ce que vous dites oh non, je vais pas lui en parler parce que ça c'est rien du tout, ou est-ce que vous arrivez à parler? Oui, justement, j'ai un ex, donc j'ai été amoureuse parce que moi, en fait, je ne peux pas avoir de relations intimes avec quelqu'un dont je ne suis pas amoureuse. Donc forcément, on n'est pas amoureux à tous les 4 matins. Non, ça limite, c'est sûr. Voilà, bon. C'est comme ça, c'est ma nature à moi. Et donc j'ai eu un retour d'une personne, je m'attendais pas du tout. J'ai été très amoureuse de lui il y a 6-7 ans en arrière. Et je sentais bien qu'il voulait revenir vers moi, mais je me suis dit, mais il y a 6-7 ans, tu m'as jeté. Et j'ai pas envie de revivre ça, et j'ai pas envie de te laisser de place. Et je me suis dit non. Il nous a fait perdre quand même encore une paire d'années.
Donc il a toujours le même environnement qui lui avait fait prendre des mauvaises décisions. Donc voilà, j'ai su gentiment, poliment, mais mettre un cadre et je dis non, c'est pas possible. Oui, mais Voilà. la question de Claude, c'était plus dans la relation, quand vous êtes avec quelqu'un, est-ce que vous savez vous positionner? J'avoue que comme je ne suis avec plus personne depuis déjà plus de 3 ans, je ne sais pas si... Je me dis, je rencontre... Enfin, je ne sais plus, quoi, parce que... avant, en tout cas, non, je ne savais pas vraiment me positionner. Quand je suis amoureuse, en même temps, je suis un peu comme beaucoup de monde. J'ai envie de croire. En cet homme-là, j'ai voulu y croire. Oui, mais y croire, c'est une chose, mais est-ce que vous croyez suffisamment à votre capacité à arriver à vivre le fait que ça ne marche pas, vous voyez, parce que quand on démarre une relation, on ne sait jamais ce que ça va donner. Je ne m'étais pas questionnée avec cet angle de vue, effectivement. Vous voyez, c'est vrai que je suis en hyper-protection et vous avez sûrement raison sur ce plan-là. C'est que comme j'ai peur de souffrir, ça je l'avoue. Ben oui, aujourd'hui, mais j'ai peur de souffrir. C'est ça le problème. Et c'est plus on a peur de souffrir, moins on va oser s'engager. Et plus on peut se faire très très mal. Et c'est vraiment un problème, je pense, d'estime. Là, on est vraiment à cet endroit-là. Et c'est peut-être faire des petits pas dans ces cas-là. Petits pas, c'est par exemple que ça soit sur un site ou quand vous sortez, je vais dire d'aller doucement. Dès qu'il y a un peu d'attirance, c'est laisser venir l'amour, c'est-à-dire aller doucement. Peut-être aller doucement, ça vous permet, vous, par exemple, à une première rencontre, de discuter, puis au fur et à mesure d'aller doucement, pas obligé d'aller tout de suite dans... Voilà, on n'est pas obligé d'aller dans la sexualité tout de suite, c'est de prendre le temps, et vous prendre le temps de tester, dire non, par exemple, si vous sentez quelque chose ne vous plaît pas, le dire, ou bien quelque chose vous avez envie, de dire votre envie, de dire votre limite. Vous voyez, ça prend, mais tout doucement, c'est faire des petits pas, en fait. Des tout petits pas, petit pas par petit pas, on arrive à faire des grands pas. Exactement. Faites-vous confiance un petit peu, je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment ça votre travail. Merci beaucoup en tout cas Aurore, merci de votre témoignage. On fait une petite pause et on continue dans un instant avec le C'est maintenant, et c'est Audrey qui va réagir. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Réenchanter son couple. C'est aux éditions Erol. C'est un livre qu'on peut lire en couple, justement, où vous expliquez bien comment ça fonctionne, la méthode Imago, où on se parle de soi à soi. Alors, le C'est maintenant, c'est Audrey qui est avec nous et qui a envie d'évoquer l'émotionnel qui passe souvent avant, enfin qui passe toujours d'ailleurs avant le rationnel. Merci de nous le rappeler, Audrey. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Audrey. Oui, en fait, moi je pense que la soumission vient du fait que l'émotion est supérieure à la réflexion. Enfin, dans mon cas, c'est ça. C'était ça. Et alors, supérieur, on ne va pas dire ce mot parce que ça mettrait des valeurs qui sont... Mais l'émotion passe toujours avant la réflexion. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que l'émotion est tellement forte et j'avais tellement envie de la vivre que la petite voix qui était derrière, elle était très basse et comme si cette voix, le cognitif en fait, n'arrivait pas au bout de sa phrase. C'est-à-dire que c'était directement coupé et je coupais complètement la réflexion, vraiment. Et ce qui n'était pas normal, qui commençait à m'effleurer à un moment donné, et en fait, c'est jamais allé au bout et je suis arrivée quasiment à une anesthésie du mental, je dirais, par amour pour cette personne-là. Voilà. Ce que j'entends, je suis sûr que ce que vous dites là, en fait, ça a du sens. Et ça peut exister parce que tout le monde ne le vit pas comme ça. Pour que le mental et surtout la réflexion soient vraiment tues, ça pour moi, ça montre, et souvent ça vient dans l'enfance, que le moi, notre ego n'a pas été assez construit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas assez confiance en soi et qui laisse l'autre prendre le dessus. C'est-à-dire l'émotionnel. Voilà, je le dis, j'essaie de le dire avec d'autres mots. C'est-à-dire que si l'émotionnel prend le dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas assez aligné, en tout cas solide à l'intérieur. Et que ça vient dans l'enfance. Ça vous parle? Oui. Exactement. Et en plus, je travaille dessus.
à déconstruire effectivement ces schémas, ces mauvais schémas cognitifs. Mais oui, parce que vous n'avez pas de valeur, donc forcément l'autre c'est mieux que vous ce que vous valez puisque vous n'avez pas de valeur. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui est peut-être encore plus clair pour ceux qui nous écoutent. C'est ça, et puis quand on parle de valeur, je m'en suis ressentie, ça a été la valeur à tous les niveaux, ça a été au niveau estime de soi, donc c'est exactement ce que vous dites Claude et Brigitte, c'est au niveau argent, et j'ai même remis mon pouvoir dans les mains de cette personne en fait, donc c'était vraiment catastrophique. Oui, alors ça, quand on va jusqu'à remettre son pouvoir dans les mains de l'autre, là c'est en effet parce qu'on croit que c'est par amour qu'on le fait, et en fait c'est une sorte de soumission totalement évidente, hein, c'est-à-dire que comme ça on n'a même plus à réfléchir à ce qu'il faut faire. On est totalement l'esclave de l'autre. Ça, on remet son pouvoir complètement à l'autre. Et ça, c'est ce qui est dangereux, c'est dans ces cas-là, là, je reviens à la notion, c'est que très souvent, par exemple, les copines me disent, oui, je suis tombé sur un pervers narcissique pour venir à ce truc-là. Ça veut dire que, et ça, c'est le danger. Quand on remet tout son pouvoir à l'autre, on a des chances de tomber sur ce profil de personnes qui, eux, se nourrissent de ça, qui vont voir la faille. Mais on a toujours sa responsabilité. Exactement. C'est-à-dire que c'est quand même nous qui donnons le pouvoir à l'autre. Oui. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important, parce que c'est quand on accepte de prendre conscience de sa responsabilité, donc de sa soumission totale, qu'on peut à ce moment-là un tout petit peu grandir et reprendre un peu de pouvoir. Oui, mais par contre, je pense qu'il y avait, en plus du problème d'estime de soi, il y avait la peur, comme on disait, les peurs de rejet, d'abandon, etc. Et ce mélange, je n'arrivais même pas à envisager que c'était pas normal finalement ce qui se passait, et à envisager autre chose, parce que pour moi, je me disais, ça va aller, ça va rouler, voilà, on était un couple avec enfants. Et pour moi, l'émotionnel avait complètement tout balayé, et l'estime de soi, comme vous disiez, c'était pas du tout le mot. Parce que la peur d'être rejeté, la peur d'être... Ça vient du manque d'estime de soi, c'est ça l'origine. Et ça, comme je vous disais, c'est intéressant d'aller travailler là-dessus, c'est-à-dire d'aller voir la racine ici, et comment faire pour s'aimer assez, pour ne plus justement donner son pouvoir, complètement son pouvoir à l'autre. Ça, c'est tout le travail qu'on fait. Surtout que ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'une relation où on donne tout son pouvoir à l'autre ne peut pas être une bonne relation. À un moment ou un autre, de toute façon, on va le payer très cher. Oui. Pour rester sur des notions de valeur, justement. Je là-dedans. Et oui, mais je crois qu'il faut vraiment comprendre que dans la vie, on rencontre les épreuves qui vont nous faire grandir. Ça ne veut pas dire qu'on va grandir, malheureusement. Il y a des gens qui, jusqu'au bout, vont continuer à se taper la tête contre les murs. Hein. On les voit d'ailleurs, hein, mais c'est pourtant comme ça que ça marche. Oui, et puis surtout que il y a eu différentes choses, hein, effectivement, mais ce contexte et cette construction m'ont amené carrément à un burn-out. Donc là, c'est le corps qui a carrément dit stop, parce que je pense que j'aurais pu continuer comme ça, en fait, tout simplement. C'est souvent quand le corps commence à lâcher que la tête commence à réfléchir, oui. Ou quand on n'arrive pas à mettre nous-mêmes nos limites, c'est le corps qui prend le relais. Exactement, et je l'en remercie. Et à ce moment-là, oui, d'abord, il faut s'en occuper du corps. Et puis, généralement, quand on se retrouve un petit peu immobilisé à cause du corps, justement, la tête, elle réfléchit autrement. C'est sûr. Oui, et puis les limites, en fait, à chaque fois qu'il y a un événement, qu'il se passe quelque chose, il y a à nouveau le mental, on voit qu'il fonctionne, et dire, est-ce que là, il y a une limite à poser ou pas, on fonctionne vraiment différemment, et c'est un renouveau, je dirais, même si ça prend du temps, mais la clé pour vous, je pense, vous voyez, c'est pas d'écouter le mental, c'est juste de votre ressenti. Le ressenti, par contre, c'est la clé. La clé, c'est de savoir, moi, est-ce que je veux ça, est-ce que je veux pas ça, qu'est-ce que je veux, et ça, c'est vraiment... J'aime bien cette phrase, ça fait oui ou ça fait non. Vous ressentez, ça fait oui ou ça fait non. Si ça fait non, il faut pas y aller. Si ça fait oui, on peut y aller. Mais pour ressentir, faut être dans son corps et puis dans son mental. Et c'est tout un chemin.
Vous avez raison, Claude. C'est peut-être la piste qu'on peut conseiller à Audrey. Merci en tout cas. Je l'ai bien noté. Merci Audrey. Merci. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec le sexo conseil. C'est quoi un bon coup? La réponse, c'est dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors, c'est quoi un bon coup? Évidemment, Claude Parisot, je ne vais pas vous poser la question, parce que en tant qu'homme, ça sera délicat de répondre, n'est-ce pas? Un peu trop. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui croient qu'il suffit d'avoir une verge en érection, et ils croient aussi que la femme s'intéresse particulièrement à la taille ou à la forme. En fait, je crois que la première chose que réclament les femmes, c'est un amant avec qui le courant passe. Et donc, c'est bien une question de connexion. Hein. Et c'est vrai que les playboys, très fiers de leur physique, bon, franchement, c'est pas forcément eux qui auront le plus de succès auprès des femmes, même si, dans un premier temps, elles peuvent être séduites par un bel homme. Non, les femmes aiment un homme attentionné qui saura justement apprécier le physique qu'elles ont. Parce que les femmes ont beaucoup de complexes physiquement et déjà dire à une femme que vous la trouvez séduisante, désirable, belle, enfin bref, vous dites les mots que vous voulez, c'est déjà un bon moyen de rentrer dans une intimité positive. Vous êtes d'accord? Oui, en général, sauf que j'ai remarqué pour les femmes qui sont très jolies, qui savent qu'ils sont jolies, c'est pas à cet endroit-là, elles ont envie d'entendre autre chose, en tout cas. Qu'elles sont intelligentes. Voilà. Mais ça sert pas à grand-chose d'être intelligente sous la couette. Hein. Oui. Moi, je dirais en tant qu'homme, quand même, tu vois, je voulais pas répondre tout à l'heure, mais en fait, finalement, moi, je pense qu'un bon coup, hein, mais en sexualité, c'est être connecté à l'autre, c'est-à-dire de sentir aussi les corps. Mais au-delà des mots, c'est vraiment d'écouter le corps. C'est bien ce que je dis. Voilà. Oui, sans avoir d'objectif particulier. Il faut que le courant passe. Oui, c'est ce que je disais. Ouais, c'est ça, je dirais, avec d'autres mots. Donc, un bon coup, c'est pas uniquement un homme qui assure, hein, on a bien compris. C'est aussi un homme qui sait s'abandonner. Et ça, c'est pas toujours simple pour les hommes, parce que les hommes ont tendance à aimer être toujours un peu dans le contrôle, ou en tout cas dans celui qui prend les initiatives. Et puis, après, soyez pas avare de caresses, tout ça, mais ça, je dirais qu'à la limite, on le sait bien. Mais sachez aussi communiquer, alors pas forcément avec des mots, mais essayer de comprendre ce que la femme va aimer, parce que les femmes, elles sont moins uniformes, si je puis dire, durant le rapport. Un homme, il aime bien, on commence le coït comme ça, on le termine de la même manière. Chez la femme, elle aime mieux des variations, et ça, il y a que par la communication que, alors ça peut être une communication des corps, hein, mais ça peut aussi être une communication des mots. Il y a des femmes qui aiment que ça commence doucement et puis que ça se termine comme une chienne. Enfin, et tout ça, c'est pas, ça dépend de la femme. Donc il faut vraiment ne pas croire qu'une fois que vous avez trouvé le truc, ça y est, vous êtes un bon coup. C'est toujours une capacité à se réadapter, encore et toujours, voilà. Et puis méfions-nous des femmes qui vous disent c'est comme tu veux, parce que ces femmes-là, c'est pas comme vous voulez, c'est juste qu'elles ne sont pas encore lucides sur leurs désirs. Et à ce moment-là, il faut essayer de les aider à ce qu'elles découvrent ce qu'elles aiment. Et là, ceux-là, ce sont vraiment des très très bons coups, mais il n'y en a pas tant que ça. Et puis allez, il vous reste un petit peu de temps pour peut-être gagner ce cracker peau contre peau de passage du désir, avec ces 5 accessoires qui vous sont offerts. Pour le gagner, il faut envoyer dès maintenant Brigitte par SMS au 7 20 18 et dans quelques minutes, on connaîtra notre gagnant qui sera tiré au sort, mais vous avez encore la possibilité de vous inscrire si vous le voulez. On retrouve Catherine maintenant. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte et bonjour Claude. Bonjour Catherine. Et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonne année à vous aussi. Merci. Une belle année pleine de lumière. Oh, voilà, tout à fait. Pleine de lumière, de caresses et de tendresse. Oh, ça rime en plus. Tout à fait, j'ai pas fait exprès. Et donc vous sortez d'une relation de 2 ans et demi ? Voilà, c'est cela, oui. Et 2 ans et demi de quelque chose, d'une relation très plaisante, en fait, très agréable. On avait beaucoup de comment dire,
d'osmose sous la couette, quelqu'un de très tendre, très voilà. Mais en fait, sorti de la couette, il n'y avait plus rien. Ah, ça c'est embêtant, ouais. Très. C'est pénible parce que il faut qu'il y ait la couette et il faut qu'il y ait le reste. Et puis parfois, on a la couette et puis malheureusement, s'il n'y a pas le reste, on finit par se lasser un peu. Hein. Voilà, mais j'ai mis un peu de temps pour me lasser parce que 2 ans et demi, je trouve que c'est un peu long quand même. Si c'est un bon coup, comme on venait de dire, non, oui. ça a du sens. Oui, tout à fait. Surtout que j'avais connu une période du désert très longue. Donc, c'est vrai que c'était très agréable. Mais il arrive un moment où... Mais qu'est-ce qui n'allait pas dans le quotidien ? Tout. Rien n'allait. C'était quelqu'un de très personnel, de très égoïste. Voilà, donc... Mais il n'était pas égoïste dans les caresses. Il n'y a que là, c'est ce que je décortique, j'essaie de décortiquer. Parce que là ça semble être quelqu'un en souffrance, quoi, qui quand on fait l'amour, il sait donner, il sait recevoir, mais ensuite il se referme comme une huître, quoi. Complètement, c'était complètement ça. Alors même dans le côté sous la couette, dans l'intimité, il avait du mal à s'abandonner. Il faisait très attention à moi en fait pour me procurer du plaisir. Oui. Voilà, exactement. Et ce qui fait que lui n'arrivait pas à avoir d'éjaculation parce qu'il était, je suppose, il ne savait pas s'abandonner. Mais par contre, il était très attentif à ce que je souhaitais. Oui, il était en hyper-protection, en fait. Ouais, c'est ça, en hyper-protection. Et aussi, ce que je peux observer souvent chez les hommes, si eux-mêmes n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, le plaisir, il passe par donner à l'autre, mais il s'occupe pas d'eux du tout, quoi. Et donc, ce qui se passe déjà dans la sexualité, dans la vie de tous les jours, voilà, il prend pas d'initiative, s'il a pas confiance en lui, il dit rien ou il parle pas. C'est ça. Mais vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un d'égoïste. Oui, voilà, c'est là où... Alors après, encore une fois, il y avait peut-être beaucoup de boulot pour arriver à le faire s'ouvrir. Mais oui, non, mais je peux comprendre. Mais là, on n'est pas forcément face à quelqu'un d'égoïste. Hein. On est face à quelqu'un qui est réellement blessé. Oui. Je me doute bien. Hein. Est-ce que vous avez eu l'impression de vous soumettre parce que vous êtes resté 2 ans et demi malgré ça, c'est ça ? J'ai pas eu vraiment parce que j'ai choisi et que je me rendais bien compte que je pourrais pas le changer, donc j'ai eu très vite je n'ai pas eu d'espoir, mais j'avais tellement besoin de cette période de relation qui me convenait tout à fait que en fait j'ai mis mes attentes de côté, quoi. Voilà, j'ai profité de moments de la couette. Et pour le reste, quand on était ensemble au quotidien, puisqu'on n'habitait pas ensemble, j'essayais de m'en accommoder. Voilà. Et vous lui en parliez ? Vous lui en avez parlé ? Oui, bien sûr. Mais vous arriviez à faire des choses ensemble, à échanger ? Non. Non, il y a juste ce qu'on faisait ensemble, c'était travailler dans le jardin, gratter la terre et tout ça. Ça, on était super en osmose. Mais après, nous ne sommes jamais sortis au cinéma, ni au restaurant, ni nulle part. Donc, et puis il n'en était pas question pour lui, donc voilà. Non, il voulait pas du tout changer ses habitudes, quoi. Il voulait pas aller dans votre monde. Non, exactement. Ni voir mes amis, ni les connaître. Il n'y avait aucune vie sociale, jamais, même avec ses voisins ou autres. Il n'y avait jamais rien. Et voilà, il se suffisait lui-même, en fait, au quotidien. Oui, c'est un comportement autistique, comme on dit. Pardon, j'ai pas compris. Ce sont des comportements autistiques, un peu, c'est-à-dire assez enfermés sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il est autiste, hein, mais non, possible aussi. Mais en tout cas. Et vous aviez, par exemple, si vous l'avez peut-être questionné sur sa vie privée avant vous. Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il vous disait ? En fait, que voilà, lui fonctionnait comme ça. Il avait trouvé son mode de protection et qu'il était hors de question. Et avec les précédentes, il n'y en a pas eu énormément non plus, hein, mais avec la précédente, ça a été la même chose, quoi. Hors de question qu'il fasse des concessions. Voilà, et donc, il n'avait pas d'enfant, j'imagine ?
Si, il avait une fille d'un premier mariage, mais pas donc il a quand même été marié. Oui, il a été marié, oui, mais marié par dépit. Ensuite, il s'est mis avec quelqu'un pendant 18 ans et ça s'est terminé de la même façon qu'avec moi parce que il voulait pas sortir, il voulait rien faire en fait. Ah oui, mais oui, mais ça a duré 18 ans. C'est-à-dire 18 ans sans sortir, oui. Donc là... Oui. Ben, moi, j'attendrai pas 18 ans, c'est sûr, mais surtout que j'ai un âge un petit peu avancé maintenant, donc voilà, mais je veux dire que... Non, mais moi, je trouve, Catherine, qu'il faut pas mettre le terme de soumission dans votre relation. Vous êtes pas soumise. Vous avez pris ce que vous avez pris pendant le temps que vous en aviez besoin, parce que je pense que cette sexualité qui a été bonne vous a rechargé sur le plan énergétique, etc. Et puis, m'a réconcilié avec les hommes aussi. Oui, et puis à un moment donné, vous vous êtes dit, mais en même temps, ça y est, moi j'ai fait le tour de la question. Si j'ai pas autre chose dans cette relation, ça ne me va pas. Donc vous, au contraire, vous êtes respecté. Oui, c'est ça. Je trouve ça plutôt ça aussi. Oui, mais par rapport à mes 30 ans que je venais d'une relation de 30 ans à laquelle je venais de mettre fin, j'ai trouvé que quand même j'avais fait fort en recommençant 2 ans et demi une relation qui de suite m'a fait comprendre que il y aurait mais c'est peut-être pas par hasard. Vous étiez peut-être pas encore prête non plus à vous engager réellement dans une nouvelle relation. Donc là, vous avez peut-être choisi de quoi réparer votre sexualité, votre sensualité. Et puis, faut faire les choses par étapes, comme on dit, petit pas par petit pas. Oui, non, mais ça c'est sûr. Je sais qu'il a été là pour me réparer quelque part et que j'avais besoin de cette relation-là. Mais après, je me dis non, c'est plus. Alors justement, je me suis demandé si c'était de la soumission pour moi, pendant ces 2 ans et demi où j'ai pas trop pu analyser en fait. Moi, je dirais plutôt que vous avez pris ce que vous pouviez prendre de cette relation. Je sais pas ce qu'en pense Claude. Oui, à partir du moment où vous y trouviez, c'est pas comme si vous viviez un enfer depuis 2 ans. Et là, ça, je pourrais dire c'est la soumission. Mais non, vous avez pris ce qui était bon pour vous et ça a du sens puisque ça répare aussi le manque de sexualité positive en tout cas. Que vous avez eu. Donc, vous avez pris ce que vous pouvez, comme le dit Brigitte. Je suis complètement d'accord avec Brigitte. Et après, quand vous avez plus du tout d'intérêt, vous partez. Et s'il veut pas changer, en plus, il le dit. Quelqu'un qui veut pas changer, là, il y a rien à faire. Faut être deux. Faut être deux. Non, vous avez. Au contraire, je trouve que vous vous êtes bien respecté. Vous avez su prendre juste ce qu'il fallait. Et en effet, 2 ans et demi, c'est généralement le temps de la sexualité qui va bien. Puis après, s'il n'y a rien d'autre, ça s'étiole. S'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de vie. De toute façon, bien sûr. Vous auriez fini par partir. Donc vous avez eu raison de partir au bout de 2 ans et demi. Non, vous êtes bien respecté, vous inquiétez pas, tout va bien. Vous pouvez. Merci Catherine. Merci à vous aussi. Allez, on fait une petite pause et puis on va continuer dans un instant à parler justement de soumission avec des personnes qui sont parfois un petit peu plus manipulatrices. C'est ce que nous raconte Sophie. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Claude Parisot est avec nous. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute de couple. Vous faites des stages pour les couples. Alors je sais que vous êtes pratiquement toujours complet, mais si certains de nos éditeurs ont envie de mieux se comprendre dans leur relation, qu'ils n'hésitent pas. On vous retrouve sur Google bien sûr. Et vous êtes également l'auteur de Réenchanter son couple aux éditions Erol, dans lequel vous expliquez votre méthode Imago. On continue avec la question de la soumission avec Sophie, qui, je crois, a été dans une relation assez difficile, puisque vous étiez tombée sur quelqu'un qui vous manipulait beaucoup. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, avant de vous faire part de cette expérience, j'aurais voulu vous raconter une anecdote qui, je pense, illustre très bien l'état d'esprit dans lequel je me trouvais avant de rentrer dans cette relation. Donc j'étais très jeune à l'époque, je devais avoir une vingtaine d'années, 19-20 ans, et j'habitais en Espagne, à Madrid. Et un jour, en rentrant, j'avais passé quelques jours en France, en rentrant dans le train, je rencontre un monsieur qui ne me plaisait pas du tout, qui avait des yeux. Je me rappelle m'être fait la réflexion que ses yeux me dérangeaient parce qu'ils étaient un peu globuleux. Et puis il m'a sorti sa carte d'identité, je ne sais pas pourquoi, pour me montrer qu'il était vraiment celui qu'il prétendait être, je ne sais pas.
Et je me suis fait la réflexion également que son nom de famille, qui avait une consonance portugaise, j'ai rien contre, mais enfin bon, celui-là, en l'occurrence, ne me plaisait pas. Bref, c'était quelqu'un qui ne m'attirait pas particulièrement, et pourtant, sur le coup, je me suis dit, c'est sans doute lui l'homme de ma vie. Je faisais ça régulièrement. Quand je tombais sur quelqu'un qui me portait un petit peu d'intérêt, je me disais, bah tiens, c'est lui. Et ça courait bien sûr toujours à la catastrophe. Donc en arrivant à Madrid, on échange nos téléphones, alors pas les portables à l'époque, mais les fixes. Oui. Et puis il propose de me rappeler, je vais avec plaisir, il me rappelle et on prend rendez-vous pour prendre un verre. Donc je le rejoins. Et quand je le rejoins, je le trouve avec un jeune homme à peu près mon âge, très grand, et un monsieur d'une 50aine d'années qui me présente comme un colonel de l'armée portugaise. Donc là, ça commence à devenir très bizarre. On boit quelques verres et puis on rentre dans... Je me pose pas la question, enfin, j'aurais dû savoir, mais bon. Je rentre dans l'auto, je m'assois à côté du soi-disant colonel et il décide d'aller prendre un verre à la base aérienne pas loin de Madrid, de Torrejón. Et en chemin, le colonel me dit j'ai besoin d'argent pour finir de payer mon loyer. Est-ce que tu as 3000 pesetas à me prêter? Moi, j'étais un peu réticente parce que je ne roulais pas sur l'or. Mais il se trouvait que j'avais venais de recevoir un virement et j'avais tout mon argent dans mon sac. Donc, qui sort le soir avec tout son argent dans son sac? Moi, bien sûr. Avec des inconnus, tout est normal. Et donc je lui donne les 3000 pesetas et je l'entends faire la réflexion parce qu'il pensait que je parlais pas portugais, mais je comprenais assez bien, et il dit à ses copains tu veux voir un colonel de l'armée portugaise écraser une merde. Voilà. Et je suis tout de même restée avec eux, j'ai pas demandé à descendre, voilà. En arrivant à proximité de la base aérienne, il se met à faire n'importe quoi sur l'autoroute, il accélère, il monte à 200 à l'heure, il freine d'un coup, enfin bon, j'ai la peur de ma vie. Et on arrive à la cafétéria, pas loin de la base, on prend un café, et je me rappelle que je devais aller aux toilettes. Donc, et je me suis fait la réflexion, si je prends mon sac avec moi, ils vont penser que je ne leur fais pas confiance. Donc je laisse mon sac pour aller aux toilettes. Quand je reviens, bien sûr, mon sac est vide. C'est normal. Et un serveur me met en garde un petit peu, en me disant oui, fais attention, ces gens-là, faut pas tisser. Bon. Alors, je me souviens même plus, je crois, comment je suis rentrée chez moi. Je crois que c'est eux qui m'ont raccompagnée. J'ai eu une chance du diable, parce que j'aurais pu être tuée, massacrée, violée. Il ne m'est rien arrivé. Sauf que je me suis fait dépouiller. Mais voilà. Et j'avais ce comportement-là systématiquement, c'est-à-dire que je voyais un type bien séduisant, intelligent, qui s'intéressait à moi, je lui disais non. En revanche, je voyais du danger, je fonçais droit dedans. Voilà. Et jusqu'au cou. Hein. Jusqu'au cou. Le contexte, c'est que j'ai été victime d'inceste, mais j'ai mis très longtemps à me rendre compte que ça avait été le cas. Je pensais que tout le monde dans ma famille était passé sauf moi, ce qui n'était pas vrai. Et alors, paradoxalement, j'ai jamais eu peur des hommes, j'ai jamais eu peur de la sexualité, j'étais toujours à l'aise sur ce plan-là, puis je me suis toujours aimée, donc je pense que c'est ça qui m'a sauvée. Mais donc la personne dont je voulais parler, c'est un type que j'ai rencontré dans une boulangerie. Je connaissais le boulanger parce que j'achetais mon pain, il me l'a présenté. Et même topo, je le vois, je me dis, il est pas beau, il me plaît pas. Il avait un petit ventre, il était mince avec un petit ventre tendu, menton fuyant. Il me plaisait. Et je me suis dit, c'est l'homme de ma vie. Voilà. Et donc, j'ai commencé à sortir avec lui. Et ce type-là, c'était un arbre de Noël, tellement il avait des signaux d'alarme partout. Il clignotait en rouge. En tout cas, vous avez de l'humour. Il faut, hein. Et j'ai choisi de ne pas les voir, ces signaux d'alarme. Donc, je me suis retrouvée avec quelqu'un d'extrêmement manipulateur et je me suis soumise à tout ce qu'il voulait. Alors, il n'avait pas de demande extravagante, mais c'était lui qui décidait où j'allais travailler, si je devais accepter tel ou tel emploi. Ce qui est intéressant quand même dans votre témoignage, en tout cas c'est comme ça que vous le racontez, vous nous direz si c'est vrai, c'est que ces signaux, vous les voyez quand même. Oui. Et vous y allez. Et ça, c'est assez rare. En règle générale, les signaux, ils sont là. On s'en rend compte après qu'on aurait pu les voir, mais sur le moment, on ne les voit pas. Tandis que dans ce que vous racontez, il semblerait que vous les voyez au moment où vous rencontrez les personnes.
ça. Oui, Vous êtes d'accord, Claude? Ça, c'est assez rare comme comportement. Moi, je vais plus loin. C'est ce que je dis souvent. Je pense que tous, on a l'intuition, c'est-à-dire les signaux, on les a, mais on les regarde pas. Oui, c'est ce que je dis. C'est ça, mais tout le monde, je veux dire, quand on est avec quelqu'un de pas bienveillant, tout le monde a, mais en général, on les écoute pas. Tandis que là... Non seulement elle les a, mais ça c'est normal, on les a tous. Hein, c'est ce que je dis. On sait après coup qu'on les avait, mais qu'on n'a pas voulu les voir. Tandis que Sophie, vous les voyez les signaux. Et pourtant vous y allez, voyez. Et c'est ça qui est. Enfin, moi je trouve ça assez intéressant parce que c'est assez rare. J'entends rarement ce genre de témoignage. Donc je vous demande de nous confirmer. Est-ce que vraiment, sur le moment, vous les voyez les signaux? Oui, je les voyais, mais c'est comme si j'étais dissociée, c'est-à-dire voilà. Eh bien, on en vient justement à cette dissociation, et c'est ça qui est intéressant parce que vous l'avez dit, vous avez été tué, pardon, excusez-moi, et donc il y a eu cette dissociation à l'époque que vous revivez, que vous avez revécu. Enfin, j'espère que vous êtes maintenant libéré de ça. Mais vous voyez, c'était là où je voulais en venir justement. C'est-à-dire que vous cherchez vraiment de manière très concrète à revivre quelque chose qui va vous faire mal. C'est ça, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, votre témoignage résume vraiment toute notre après-midi, dans le sens où, systématiquement, quand il y a des comportements de dissociation, déjà c'est quand il y a des abus, l'abus c'est dissociation. Quand il y a abus enfant, le mécanisme de défense c'est la dissociation, c'est l'anesthésie. Et c'est vrai que c'est là qu'on donne son pouvoir à l'autre. Et avec ça, il y a le manque d'estime de soi. Et on voit bien que dans tous les actes de soumission, et là encore, le point commun c'est ce manque d'estime de soi, c'est-à-dire ce manque d'amour de soi, où on a intégré enfant que nous n'avons pas de valeur, qu'on a été abusé ou qu'on a eu des comportements où nos parents n'ont pas été, ont des comportements abusifs, on va dire quels qu'ils soient, que ce soit psychologique ou physique. Et c'est vraiment, je trouve intéressant même pour tous les auditeurs de comprendre que ça, la soumission vient vraiment de... Oui, et chez Sophie, on voit bien, elle cherche à nouveau à ce qu'on lui fasse du mal de manière volontaire pour peut-être enfin faire remonter à la surface son inceste ou pas. Enfin, je ne sais pas. On est malheureusement en fin d'émission. Ou pour valider qu'on n'a pas de valeur, surtout aussi. Oui, et valider qu'on n'a pas de valeur. Absolument, je mérite vraiment n'importe quoi. Et comme j'ai pas de valeur, je peux donner mes sous, je peux donner mon sac, etc., etc. Merci Sophie, on est en fin d'émission, donc on ne peut pas aller plus loin, mais merci en tout cas de ce témoignage qui montre bien à quel point il faut bien comprendre pourquoi il nous arrive ça, si on veut arriver à ce que ça aille mieux. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Demain, on sera avec Bernadette de Gasquet et on va parler du périnée qui est tellement maltraité, notamment chez les femmes, et on va essayer de vous aider à l'aimer, ce périnée. Notre gagnante, c'est Edwige de l'Île-et-Vilaine qui repart avec le cracker Passage du désir et ses 5 accessoires. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous faire de grandes économies pour dorloter vos tout-petits. Jusqu'au 11 janvier, cagnotez 80% sur toute la gamme Pampers grâce à votre carte Waouh. 80% sur toute la gamme Pampers? 80%? Là, c'est bien d'en rajouter une couche. Auchan, le choix, le bon. Offre valable en magasin et drive participant. Des 30 € d'achat et dans la limite de 45 €, soit un maximum de 36 € cagnotés. Hors promotion en cours et format promo. Conditions en magasin et sur Auchan.fr. Sud Radio Bayonne. 103.9.